Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans True Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de l'ESG. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Laurent Geoffroy. Laurent, merci, Bonjour merci Laurent. d'être avec moi aujourd'hui pour parler de toi, de ton parcours, de tes convictions, de ta vision des ressources humaines, de ta vision actuelle et future aussi. On va en parler de ce que tu imagines être le futur de la fonction qu'on a en commun, les ressources humaines. Donc, bienvenue. Peut-être on peut commencer par que tu te présentes. Qui es-tu, Laurent? Oui, alors c'est toujours très difficile de répondre à cette question, mais très rapidement, moi, je suis un RH pur et dur. Je continue d'adorer mon métier. Je le fais depuis plus de 30 ans. Quand je dis 30 ans, c'est vrai que ça a défilé. J'ai vu le monde évoluer. J'ai occupé différentes fonctions de DRH dans des sociétés diverses. Et récemment, j'étais chez KPMG que j'ai quitté il y a 2 mois pour développer un nouveau projet Dont on ne peut pas encore parler. dont on ne peut pas encore parler, qui n'est pas encore défini, pour dire les choses très clairement. Ok. Quel type de DRH tu es? Comment tu te caractérises? Je dirais que je suis un DRH qui essaye d'être déjà le même dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle. J'essaie de pas endosser un costume et d'être le plus authentique possible, et d'être le plus empathique possible. Donc, je suis quelqu'un qui s'engage avec sa tête et son cœur dans son travail. Quel regard tu portes sur le rôle du DRH? Tu considères que ça doit servir à quoi dans une organisation, un DRH aujourd'hui? Bah, comme je te l'ai dit, je suis vraiment très convaincu par l'intérêt de ce métier. Depuis toujours, j'ai vu les choses évoluer avec mon âge et mon expérience, avec des moments où il y avait même des risques, hein, un peu de, non pas de disparition, mais d'une DRH moins bien positionnée dans les organisations. En France, on a, je pense, acquis nos lettres de noblesse souvent à travers les crises, souvent à travers les relations sociales. C'est là où les DRH sont montés dans les comités de direction. J'ai observé qu'il y a eu une époque, les DRH étaient parfois en charge de la RSE, entre guillemets, quand c'était très naissant. Cette tentative, hein, de prendre en compte ces aspects-là dans la fonction. Je pense que ça n'a pas marché à l'époque parce que c'était beaucoup trop tôt. Aujourd'hui, le rôle de la DRH, des directions des ressources humaines, je trouve est de plus en plus prépondérante. Je pense qu'il y a une vraie opportunité dans le monde dans lequel on vit, qui est en pleine mutation, de prendre des positions et d'avoir une façon de faire son travail de DRH avec impact, pour être complètement en ligne avec les attentes et des consommateurs, des clients, des salariés qui attendent beaucoup de l'entreprise pour répondre à ces enjeux environnementaux, de biodiversité et les enjeux sociétaux. Et la DRH a toute sa place. C'est dans cet esprit que tu as beaucoup œuvré à ce que KPMG devienne une entreprise à mission? Alors, déjà, pour répondre à la question, je l'ai dit, hein, j'ai quitté KPMG, Ouais. donc je peux le prendre comme exemple, mais c'est quelque chose qui, je pense, est une marque de fabrique. C'est quelque chose que j'ai toujours suivi un peu comme une toile polaire, de concilier l'économique et le social. C'est ce qu'on disait il y a de nombreuses années. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est peut-être l'économique et l'impact, ou la création de valeur responsable. Il y a plusieurs façons de le présenter, mais oui, c'est un trait, et c'est vrai que cette initiative qu'avait prise KPMG, puisque KPMG est devenue entreprise à mission en mai 2022. J'étais un fervent supporter de cette initiative parce que voilà, j'y crois fermement. Oui. Et qu'est-ce que tu penses que ça va changer dans les années qui viennent pour KPMG d'être devenu une entreprise à mission, d'avoir cette idée de promouvoir la création de valeurs responsables? Bah, je crois qu'en fait, il faut voir les choses dans le temps. Donc, ça peut être surprenant que des entreprises avec des modèles de rentabilité, je dirais toutes les entreprises dans lesquelles je suis passé, hein, se mettent à devenir entreprises à mission. Mais je pense que c'est des entreprises qui sont clairvoyantes sur l'avenir, parce qu'il n'y a plus aucune entreprise qui pourra prospérer sans avoir des engagements qui soient sincères pour la société, encore une fois, pour ses parties prenantes, pour ses consommateurs, pour ses clients, pour ses salariés. Voilà, je pense qu'on est à la fin d'une histoire, et il peut y avoir aujourd'hui des retournements importants d'entreprises qui prennent pas en compte ces aspects-là.
et qui cherchent la rentabilité à tout crin. Voilà, c'est ça, c'est ce que c'est sortir de ce paradigme de la rentabilité à tout prix. Oui, ouais, je le crois vraiment. Je crois vraiment. Et c'est possible. C'est un chemin. C'est vraiment un chemin. Je pense qu'il y a beaucoup de risques. Il faut beaucoup de courage aux dirigeants et ceux qui font la différence d'ailleurs parmi ces dirigeants d'entreprise, c'est ceux qui auront le plus de courage pour convaincre, parce que c'est très difficile de convaincre déjà son environnement externe qu'on peut devenir une entreprise à mission et être responsable. C'est très compliqué de convaincre en interne aussi. Certains dirigeants ou certains salariés. Mais je pense que c'est pourquoi une obligation. C'est difficile de convaincre parce qu'il faut continuer de faire beaucoup d'explications, faut faire œuvre de pédagogie pour expliquer qu'on l'entreprise ne va pas devenir une ONG, c'est pas la question, va continuer d'avoir un modèle de rentabilité, mais c'est juste de pouvoir poser une matrice sur un certain nombre de domaines, que ce soit le domaine environnemental, sociétal ou de citoyenneté, qu'est-ce qu'on rend à la société finalement. Et à travers cette matrice, on doit être capable de prendre des décisions. Et les entreprises de services qui ont des clients qu'elles conseillent, elles ont en plus une place privilégiée pour pouvoir aider leurs clients à faire aussi leur propre transformation vers l'ESG. Parce que beaucoup d'entreprises se posent la question et ont des difficultés à savoir comment. Parce qu'en fait, c'est donc pas le pourquoi. Le pourquoi, je pense que c'est réglé. Voilà, je pense que vraiment, il y a vraiment cette tendance et tout le monde l'accepte. Et on voit bien dans les études avec les dirigeants aujourd'hui des grandes entreprises que tout le monde a bien compris l'enjeu. Voilà, la difficulté, c'est le comment. Comment on fait? Et ça, aujourd'hui, on n'a pas toutes les réponses. C'est pour ça que je dis que c'est un chemin. Tu as beaucoup travaillé aussi sur la transformation des modèles de gouvernance, la féminisation de ou des entreprises dans lesquelles tu as pu travailler. Tu peux nous en dire un mot? Oui, ça c'est des sujets qui me passionnent parce que autant quand on est DRH, c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup au modèle d'organisation. L'organisation, souvent on lit finalement un fonctionnement d'entreprise à travers un organigramme ou une organisation. Je pense qu'on lit encore plus un modèle d'entreprise à travers un modèle de gouvernance. Et il y a une vraie démocratisation qui est en place aujourd'hui des modèles de gouvernance, qui fait partie de l'ESG, c'est le G de ESG. Je peux donner un ou deux exemples. Alors, dans l'exemple le plus récent, c'est un comité NextGen, donc de nouvelle génération, tout grade, tout métier, pour inspirer les dirigeants de l'entreprise, en leur donnant carte blanche, pour leur dire voilà, dites-nous ce qui est pour vous est important aujourd'hui dans l'entreprise pour faire bouger les lignes. Et donc d'être dans une forme de co-construction de certaines stratégies, je pense que c'est d'inciter les salariés à pouvoir participer à la vie de l'entreprise, c'est vraiment important. Ça ne veut pas dire qu'on est dans une forme d'ouverture totale ou d'anarchie. Il y a quand même toujours des décisions qui seront prises, mais elles seront beaucoup plus faciles, je pense, à expliquer. Je pense que les leaders ont vraiment un rôle important d'explication aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur dans les objectifs de féminisation des entreprises? Qu'est-ce qui rend la chose complexe? Ce qui rend la chose complexe, c'est le dogme, je pense. Parce que je pense que tu vas me parler des quotas. Je sais que tu es plutôt pour. Oui, moi, je suis plutôt pour. Je pense qu'il faut faire quand même très attention parce que, pour ça que je parle de dogme, il faut vraiment partir d'une analyse, même de données, très importante, parce qu'en fonction des secteurs, des métiers, si on est dans l'industrie, si on est dans tel secteur, je sais pas, il y a des secteurs aujourd'hui de la tech qui manquent beaucoup de femmes. Donc quand tu dis le dogme, pardon, le dogme, alors c'est quoi? C'est des hommes qui gouvernent, c'est comme ça, ça changera jamais. Le dogme, c'est de dire on met des quotas, il faut le moduler. Donc c'est ça que je dis. Je dis il faut vraiment analyser parce que si on met des objectifs les mêmes à tout le monde, on peut avoir un effet contraire de repoussoir, d'incompréhension totale
Oui, donc c'est pas tant des quotas au niveau société avec un grand S, c'est plutôt des objectifs, au moins pour se fixer quand même des jalons, mais dépendant Oui, enfin, de la culture ou de l'environnement, du secteur, objectif un peu, etc. voilà, objectif un peu obligatoire à atteindre. D'accord, On ok. a la loi Rixin quand même qui Ok. arrive à grands pas. Ouais. Sur des pourcentages atteints de féminisation Oui, oui, des oui, là, instances, il y a comités des de direction, échéances. conseil Il y a, d'administration, il y a etc. des Ouais, échéances ouais, en termes de ouais, ouais, pourcentage ouais, ouais. de nombre de femmes dirigeantes Oui, donc de toute façon, on a un environnement contraignant sur ces et sujets-là. des pénalités Il y à a la des... clé. Ouais, Et des pénalités à la clé, ouais. qui restent encore à définir, parce que Hmm, c'est quand même quelque chose qui est assez challenging. Mais je pense que c'est hmm, vraiment important, je pense que c'est vraiment une très bonne chose que ce soit fait pour accélérer le ouais. mouvement, parce qu'il faut l'accélérer. Alors, je change un petit peu le sujet, enfin, en tout cas, j'élargis. Quel regard tu portes sur la relation au travail de manière générale, sur son évolution? Ça a beaucoup bougé depuis que tu fais ce métier, Oui. et sur peut-être tout particulièrement ces dernières années. Euh, comment tu vois ça? Bon, alors très modestement, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes experts que moi qui pourraient en parler, mais c'est juste de l'observation. Et c'est une discussion que j'ai eue avec quelqu'un il y a pas longtemps, un expert des RH. J'étais assez d'accord avec lui parce qu'il me disait que c'est une évolution qui est partie de 2000 finalement, un peu de 35 heures, ouais, 35 heures, que j'ai connu. Hein, j'ai connu l'avant et l'après, j'ai connu les négociations. Et c'est vrai que euh, c'est peut-être un point de départ, c'est pas le facteur essentiel, hein, parce que derrière il y a eu l'avènement des technologies, les mails, l'instantané, une forme de mondialisation aussi qui n'existait pas à Hum, l'époque, hum, qui a beaucoup accéléré les organisations matricielles. Donc j'ai observé une évolution très très forte des relations au travail depuis cette époque-là vraiment, qui était certainement nécessaire, mais qu'on n'a peut-être pas suffisamment bien accompagné, puisqu'on a perdu ces temps nécessaires de régulation. On parle souvent, on prend toujours l'exemple de la machine à café, de ce temps qu'on n'avait plus. Mais finalement, c'est un bon exemple, parce que ça veut dire quelque chose. Et puis, il y a une accélération très forte depuis quelques années, qui avait déjà débuté avant le Covid, liée, je pense, à des modèles de rentabilité aussi, sur certaines fonctions, euh, à une accélération des temps de production dans les entreprises. Et le Covid a juste suraccéléré finalement une tendance qui préexistait, avec pour moi des opportunités. Je pense qu'on a gagné des choses, on a compris des Comme choses, on quoi? a appris des choses. T'as quoi en tête? Bah, sur la présence au bureau, sur euh, la manière de moduler son temps de travail, la manière de faire des pauses. Parce que justement, on n'en a pas fait au tout début. Parce qu'on a tous travaillé comme tout le monde, hein, à continuer de travailler, mais de manière désordonnée, sans plus aucune distinction entre le privé et le professionnel, parce qu'on ne Hum. changeait pas d'endroit. Donc ça, on voit bien ce que ça a produit comme effet sur le bien-être, sur la santé mentale. Il y a quand même eu Donc effet négatif. Oui, oui. Mais des effets aussi positifs, Hum. parce qu'on est sorti de ça avec des politiques où on a essayé de prendre le meilleur finalement de ce qu'on avait connu et pas le pire, pour donner aussi plus d'autonomie, plus d'indépendance, plus de responsabilité à tout un chacun, puisque on a bien vu qu'on n'avait pas non plus perdu énormément de rentabilité ou de Hum. productivité, pour le dire mieux d'ailleurs, Tu t'es alors fait, qu'il n'y avait plus de contrôle ouais. visuel ou de contrôle au quotidien d'un manager. Pas d'impact négatif sur la rentabilité, la performance du télétravail, mais à contrario, des impacts positifs sur d'autres endroits de l'organisation ou de l'activité de l'entreprise. Oui, sur des prises de décision, par exemple. Moi, j'ai constaté que, et ça, j'ai beaucoup discuté avec mes amis DRH ou des dirigeants d'entreprise, on a vu qu'on était capable de prendre des décisions plus rapidement. Ce qui est assez curieux, parce qu'on aurait pu penser l'inverse, Hum. le fait d'être à distance, d'être tous derrière un PC en visio. Eh bien, au contraire, on a réussi à aller plus vite parce que on n'avait pas d'autre choix que de faire confiance. Hum.
Et on voit très bien que quand on a une culture basée sur la confiance, l'autonomie, la responsabilité, ça fluidifie beaucoup les prises de décision et ça permet d'aller plus vite et de finalement aussi remplir de reconnaissance, de faire des apprentissages aussi beaucoup plus efficaces pour les salariés. Tu t'es fait une religion sur ce que doit être une organisation du travail hybride en termes d'alternance, en termes de modalités? Je suis assez agnostique en général, Ouais. mais, mais Mais t'es pas athée. non, parce que je crois en beaucoup de choses. Je crois au collectif, quand même. C'est la première chose que je peux dire, je crois au collectif. Je pense que c'est vraiment important de se voir, de passer des bons moments ensemble, de travailler ensemble, de co-construire ou de co-créer. C'est des moments privilégiés dans la vie professionnelle. Finalement, quand on pense aux meilleurs souvenirs qu'on a dans une boîte, on pense à des moments en équipe, souvent. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut préserver. Je crois pas, donc, ça veut dire que je crois pas au 100% télétravail. Après, il y a peut-être des métiers qui peuvent le faire, mais on va dire généralement. Et d'un autre côté, je crois aussi qu'il faut une dose, il faut laisser une dose de flexibilité, dose d'organisation personnelle, laisser le choix aux personnes de pouvoir travailler à distance, chez eux ou ailleurs, parce que ça donne aussi une bouffée d'oxygène, où on peut se recentrer sur de la production individuelle, se laisser plus de flexibilité dans sa vie de tous les jours, pour soi ou pour ses enfants. Donc je crois vraiment à l'hybridation du temps de travail. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a des tendances à se dire, bon, on va revenir un peu comme on était avant. Je l'entends de plus en plus. Ouais, moi, j'y crois pas. Ouais. Je crois pas. Et puis, en plus, c'est un facteur aujourd'hui, c'est une attente extrêmement forte de la part des candidats ou des salariés, de tout âge d'ailleurs. Et ça serait mettre à mal une forme d'attractivité et de fidélisation que de revenir vraiment en arrière. Donc je pense vraiment à l'hybridation, à quelque chose d'intelligent, à la maille de l'équipe, encore une fois. Pas un dogme, pas la même chose pour tout le monde. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins au même moment dans une équipe. Donc vraiment d'un mix à la maille de l'équipe. Je voulais aborder un autre sujet qui nous touche en tant qu'RH, l'intelligence artificielle. Ouais. Je sais que tu aimes bien le sujet, que tu réfléchis et que tu observes beaucoup ce qui est en train de se passer. Ça pourrait remplacer un certain nombre de choses que font les professionnels des ressources humaines, pour parler uniquement d'eux. Alors oui, ça c'est malheureusement certain. Alors je m'y intéresse beaucoup. Je suis pas un fan absolu, mais je m'y intéresse parce que c'est quand même un game changer qui va générer des mutations profondes, peut-être de la relation au travail, mais du monde du travail. Impacter des métiers assez sévèrement dans les années qui viennent, et ça va venir beaucoup plus vite finalement qu'on le pense. Il y a des études qui le disent depuis longtemps. Ça a même été dit dans les campagnes présidentielles il y a de ça même assez longtemps. Là, ChatGPT, finalement, tout le monde prend conscience. Alors que c'était déjà là, hein, mais comme c'est maintenant public et tout le monde peut l'utiliser, voilà, tout le monde en prend conscience. Et il y a, je vais lire parce que je ne voudrais pas dire de bêtises, mais j'ai lu une étude de Jérémy Lamry, hein, qui est un des cofondateurs du Lab RH, notamment, et qui a monté une société qui s'appelle Tomorrow Theory, qui a posé la question à ChatGPT, la version 4, des métiers plus facilement remplaçables dans les RH. Et la réponse, elle est assez effrayante, en fait. On voit qu'il y a des métiers qui peuvent être complètement remplacés, ou des tâches dans des métiers qui peuvent être remplacées à hauteur de 90% dans les 5 années qui viennent. Par exemple, pour la fonction RH, sur tous les métiers de production, assistant paye, le recrutement, pour diffuser des jobs, des annonces à partir de job description. C'est-à-dire que l'IA nous fabrique une job desk, connecté de chef de produit. Connecté à ton système, soit à ton Microsoft, soit à ton outil de recrutement, à ton ATS. Et voilà. Donc il y a vraiment
des choses vraiment à anticiper. Et je pense qu'il faut vraiment analyser. On peut pas lutter. On peut pas lutter, même si à titre personnel, je pense que les gouvernements devraient réguler les choses. Mais je pense qu'on ne pourra pas lutter parce que derrière, il y a un modèle de rentabilité quand même. Je continue de penser que l'humain est quand même prépondérant dans la fonction. Donc je pense qu'il faut le voir de manière positive pour justement avoir de la place, plus de place sur l'humain, sur la proximité, sur l'accompagnement. Je pense que c'est pareil pour les managers. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont devenir beaucoup plus autonomes. Et il n'y aura plus besoin d'être dans le contrôle absolu. Donc c'est aussi enfin peut-être la possibilité pour les managers de devenir coach. On en parle depuis longtemps, des managers coach. Je pense que c'est vraiment une opportunité qui peut aussi s'ouvrir. Il faudra être très attentif à la manière de l'accompagner en tout cas. Tu as un conseil à donner à un jeune ou moins jeune DRH qui est en train de regarder ce sujet de l'IA avec des yeux écarquillés? Qu'est-ce que tu lui dis qu'il faut qu'il fasse là, dans les mois qui viennent? Déjà, si c'est une IA, on va dire, propriétaire de la société dans laquelle il est ou qu'il achète à travers des systèmes d'information, de rester propriétaire de l'algorithme, d'aller voir dans l'algorithme, de savoir ce qui s'y passe. Je pense que ça aussi, c'est une des missions du DRH de garantir, on va dire, la fiabilité de l'IA, parce qu'on sait par des expériences que si elle est mal utilisée ou si elle est mal programmée, elle peut engendrer beaucoup d'inégalités, beaucoup de discrimination par de la reproduction. Et justement, comme on est en train d'essayer de changer les choses et d'être beaucoup plus dans une société ouverte, d'inclusion plus diverse, de diversifier nos sources de recrutement, de plus aller chercher des personnes parce qu'ils correspondent à une case, mais de prendre des risques parce que ça va enrichir l'entreprise. Plus on est différent, plus on s'enrichit. Une IA qui est une machine learning, elle va peut-être reproduire le passé. Donc si on veut changer, entre guillemets, ce qu'on faisait dans le passé pour le futur, attention à ce que l'IA finalement aille pas. Donc il nous faut des DRH un peu geeks qui peuvent mettre les mains sous le capot de l'algorithme. Ou avec des équipes qui sont capables en tout cas les logiques. Avec des équipes qui sont capables de le faire, ça c'est sûr. Mais pas de se laisser dicter par un prestat ou par un logiciel. Je pense qu'il faut être vigilant. Oui. Laurent, merci beaucoup. On arrive au terme de cette discussion tous les deux. On aurait pu passer 1 heure encore sur ces sujets qui nous animent tous les deux. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. À bientôt. Merci. À bientôt.